j'ai préparé une présentation qui dure une demi-heure et pas une minute de plus, donc je vais essayer d'aller vite. Alors je suis d'abord très heureux d'inaugurer cette journée de présentation des thèses du concours sur épreuve d'architecte en chef des monuments historiques de 2016. Le sujet qui m'a été confié, puisque les sujets ont été tirés au sort, est l'église Sainte-Geneviève de Trilles-Bardou en Seine-et-Marne. Et c'est un édifice assez singulier, puisque cette église est un mélange d'architecture gothique de la fin du XVIe siècle et d'architecture antiquisante de la fin du XVIIIe. La nef de l'église Sainte-Geneviève, à fil de colonnes sous entablement, est une œuvre magistrale construite à la fin de l'Ancien Régime, due à l'évidence à une grande signature de l'architecture qui n'avait en fait pas été identifiée. Le chœur de l'église se trouve être dans un style gothique plus fidèle à la tradition. Et il s'agit d'un des vestiges de l'église d'un prieuré fondé au XIIIe siècle qui comprend aussi une chapelle hors œuvre et un puits miraculeux à l'origine d'un culte à Sainte-Geneviève. Les ouvrages présentent à la fois des pathologies structurelles et d'intéressantes questions archéologiques. Alors l'église de Trilles-Bardou ne bénéficiait d'aucune protection au titre des monuments historiques. Elle n'avait donc pas été étudiée sérieusement, ni relevée, et se trouvait être dans un état de conservation préoccupant. Outre les traditionnels relevés et l'établissement du diagnostic sanitaire et structurel qu'il fallait mener, dans un temps très court, j'ai en effet dû faire des recherches historiques et documentaires afin d'apporter un éclairage sur cet édifice méconnu et dont les valeurs patrimoniales étaient à l'évidence sous-estimées. L'enjeu principal étant de comprendre et de révéler une création architecturale avant-gardiste, créée juste avant la Révolution, juxtaposée à un existant, et bien sûr d'identifier l'architecte de la nef. Alors je voudrais maintenant présenter l'édifice et son contexte, et mon propos est illustré à l'aide des planches du concours. Alors le village de Trilles-Bardou est situé dans un méandre de la Marne. La Marne est ici, l'église est en rouge. Et ce village est un lieu de franchissement très ancien de la rivière, souvenir que perpétue son nom étrange, Trilles-Bardou, dont l'étymologie provient à la fois de trajectus, c'est-à-dire traversée, et de Bardoul, surnom du seigneur Hugues II de Broye dans les années 1100. L'église conserve une châsse qui renferme une des rares reliques de Sainte-Geneviève et un puits perpétue le souvenir d'un miracle advenu au IXe siècle, alors que les restes de la sainte passent à Trilles-Bardou pour échapper à la profanation des Normands. Juste avant la Révolution, plusieurs personnages œuvrèrent pour faire de la modeste église, qui existe alors, un témoignage du renouveau de l'architecture religieuse à la fin de l'Ancien Régime. Jean-Charles Lenoir, homme progressiste, lieutenant général de police de Paris et proche de Louis XVI, rachète la seigneurie de Trilles-Bardou en 1780 et fait appel aux meilleurs créateurs de son temps pour mener à bien ses projets, c'est-à-dire la reconstruction du château qu'on voit ici sur ce plan et sur ces peintures, le tracé et la plantation de son jardin, dont il existe un magnifique plan, ainsi que la reconstruction de la nef de l'église paroissiale, trop réduite pour accueillir les fidèles des 3 paroisses que Lenoir souhaite alors réunir en une seule. Le déclin du village, comme lieu de passage obligé sur la route de l'Est, le désintérêt pour le pèlerinage et pour l'église, ainsi que le départ des châtelains bienfaiteurs du lieu, précipitèrent la vétusté de l'édifice, dont la conservation a de tout temps été difficile, puisqu'elle est bâtie avec des matériaux médiocres, sur des sols instables, et qu'elle pâtit d'infiltration des eaux de ruissellement provenant du coteau. Alors des pistes d'attribution de la nef néoclassique, avaient été avancées et 2 auteurs proposés, Alexandre et Théodore Brognard et Jacques Sellerier. Le défi à relever dans cette thèse était celui de résoudre le problème de l'attribution, mais aussi de comprendre le contexte de cette création. La démarche entreprise a donc été d'acquérir une connaissance approfondie de ce contexte, de vérifier les sources archivistiques citées jusqu'alors, et de consulter les spécialistes ainsi que la bibliographie afin d'établir une monographie complète, en tout cas aussi complète que possible, du monument. La source principale consultée a été, et c'est l'évidence, le monument lui-même, grâce à un relevé très détaillé, mais aussi à divers sondages dont je reparlerai. Les sources qui pouvaient apporter des éléments à la compréhension de ce monument étaient, comme toujours, éparpillées.
Et pour établir la notice historique, j'ai donc consulté, cette liste n'est pas exhaustive, les archives départementales et en particulier la série Affaires communales, à savoir les livres de comptes de la Fabrique ainsi que les registres paroissiaux. Les archives de la bibliothèque diocésaine de Meaux, qui comprennent l'almanach historique du diocèse, et les inventaires du mobilier, suite à la loi de 1905. Les archives de la commune, qui comprennent des mémoires de travaux ainsi que des correspondances. Les archives des canaux de Paris, puisque le canal de l'Ourcq passe à quelques mètres du chevet de l'église à l'est. Les archives nationales avaient été étudiées pour cet édifice, en particulier la série relative aux travaux publics de la Généralité de Paris entre 1785 et 1788. J'ai donc pu bénéficier du résultat de ces recherches. La biographie de Jean-Charles Lenoir, que j'ai lue, pourtant très prometteuse, a été, hélas, très décevante. Alors, à la dissémination des sources s'ajoutent des difficultés matérielles liées aux conditions d'accès aux documents, parfois très difficiles. Par exemple, la commune ne possédait plus ses archives de l'Église, et un historien amateur que je soupçonnais d'avoir conservé ces documents était, à mon grand dépit, injoignable. Les traités d'architecture ont été une source très riche pour comprendre les conditions de la création architecturale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et je citerai en particulier l'essai sur l'architecture publié par l'abbé Marc-Antoine Logier en 1753, qui a inspiré Blondel et Étienne-Louis Boullé, qui lui a succédé, comme chacun sait, à l'Académie. L'architecte de la nef de Trilbardou ne pouvait, à l'évidence, ignorer ses cours et ses traités. Restaient les monographies et les études des spécialistes de l'architecture dite néoclassique, celles de Monique Mosser pour Brognard, de Manon Delorme pour Jacques Sellerier et d'Emmanuel Bordure pour les églises du XVIIIe siècle en Île-de-France. Les historiennes ont eu la gentillesse de me communiquer un état de leurs recherches aux archives nationales, recherches que je ne pouvais évidemment pas mener dans le temps imparti, c'est-à-dire 2 mois. Enfin, la comparaison avec des édifices contemporains, comme l'église de Romainville, à peine mieux étudiée en fait que celle de Trilbardou, m'a même permis d'établir une relation entre ces 2 édifices extrêmement semblables. L'analyse des archives ne représente qu'une partie du travail. Elle doit être confrontée à la réalité du relevé et à toutes les investigations complémentaires qu'il est possible de mener, comme des sondages de reconnaissance des structures, l'établissement de la stratigraphie éventuelle des décors, mais aussi des observations fines, celles des appareils de pierre, des maçonneries, des charpentes et des boiseries, ainsi que l'analyse des mortiers, afin d'être à la tête d'une critique d'authenticité, prérequis indispensable avant de poser le diagnostic et d'exprimer un parti de restauration. Alors voici de manière synthétique le résultat de cette recherche qui m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie du monument et de poser un regard autant que possible critique sur ce sujet. La grande réussite de l'église de Trilbardou est bien sûr l'architecture de sa nef, mais peut-être plus encore sa greffe sur le chœur gothique des années 1590. Cette architecture singulière naît en effet de la juxtaposition de l'espace du chœur, celui de la tradition, et l'espace de la nef, espace des fidèles, que le Seigneur a financé ici. Il faut dire que Lenoir allait ainsi à l'encontre d'un édit royal de 1696 sur les dîmes, qui fixait le principe de base du financement de la construction des églises paroissiales, et suivant lequel le chœur était à la charge du décimateur, c'est-à-dire le Seigneur, et non la nef. Alors l'originalité de cet édifice provient aussi de la juxtaposition entre la nef sombre et austère qu'on voit sur ce dessin et le chœur lumineux et orné. Cette nouvelle architecture a été tracée à partir du déjà là, de telle sorte qu'elle l'incorpore pour aboutir à un tout sans aucune césure visible, créant ainsi une œuvre inédite. Car le chœur de l'église Sainte-Geneviève est aussi un témoignage de l'emploi des ordres classiques dans l'architecture gothique. Les impostes, je reviens voilà, sur la coupe, on voit cette architecture. Les impostes d'ordre toscan reçoivent d'épais doubleaux qui étaient en plein cintre avant de se tasser sous le poids d'un clocher trop lourd. Et des croisées d'ogives également très surbaissées. Donc l'ensemble de ce chœur étant bâti à l'aide de la pierre de Varède, suivant une stéréotomie rigoureuse. Du chœur de l'édifice médiéval, qu'on disait subsister partiellement en élévation, il ne subsiste en réalité rien.
Une analyse archéométrique rapide a en effet permis de mettre en évidence l'homogénéité des mortiers, dont j'ai fait des prélèvements un petit peu partout, et des mortiers de pose des maçonneries, bien sûr, du chœur. Seule la chapelle Saint-Nicaise, qui est ici, chapelle gothique située au nord du chœur, présente des mortiers aux caractéristiques très différentes. L'explication n'est apparue, voici le relevé de cette chapelle, l'explication n'est apparue qu'après confrontation des archives et une analyse raisonnée du bâti. Cette chapelle était à la collation de l'évêque de Meaux, alors que l'église était desservie par un prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Pharon à Meaux. La chapelle était donc un édifice indépendant qui ne communiquera avec l'église qu'au XVIIIe siècle lorsqu'une porte est percée. Le clocher de l'église est reconstruit en 1744. L'observation attentive des pièces de charpente et de leurs entailles, voilà, illustrées ici par des croquis, montre que la poutraison support du beffroi d'origine, tout ce qui est en rouge ici, a été en fait conservée en 1744. Probablement pour mettre à profit la clé de voûte annulaire, ici, relevée, pour le montage des matériaux lors du chantier. Lors de cette reconstruction, les maçons ont eu la prudence d'inclure des chaînages métalliques, que l'on voit difficilement ici sur ce dessin, dans l'élévation, conscients de la faiblesse des supports. L'état de vétusté de l'édifice, au milieu du XVIIIe siècle, se voit encore sur la partie de l'élévation située sous le comble de la sacristie, bâtie en appentis. Donc là, qui a échappé de ce fait à une grande campagne de ravalement du clocher qui a eu lieu en 1892. Alors les archives confirment cet état, puisqu'on y apprend que l'église est étayée de toutes parts en 1783. La nef ancienne, dont les dispositions ne sont pas connues, est donc démolie, reconstruite et élargie en 1785, suivant le parti de l'église à colonnes voûtée en berceau, sans doubleau, idéalisé dans le traité de Logier. Alors voilà le relevé de l'ordre de Trilbardou qui a été effectué pour cette thèse. Et si l'ordre employé est issu des récentes découvertes du dorique grec archaïque au temple de Poséidon de Paestum, il n'en est en fait qu'une évocation. En effet, n'est conservé de l'ordre antique que la colonne trapue et renflée, sans base et au tailloir saillant, débarrassée en fait de tout élément superflu. La colonne est lisse et sans annelets. Ici, seul l'effet compte le caractère. Il n'y a pas de vérité archéologique dans cet ordre. Seul compte le caractère sévère produit par le jeu puissant des modelés et des ombres, puisque la nef est éclairée en second jour. Alors, cet exemple illustre brillamment les réflexions de l'abbé Logier pour rationaliser la beauté en architecture, mais aussi la recherche de nouveaux modèles menés par les architectes hantés par la quête d'un nouveau langage. Voilà ici donc les relevés que les architectes, les relevés de ce soufflot de 1750 du temple de Paestum. Alors, qui est l'architecte de la nef ? Le nom de Brognard était venu en premier à l'esprit de certains, qui se fondait sur la ressemblance entre les églises de Trilbardou et de Romainville, et surtout sur l'amitié de Lenoir avec Brognard, auteur du très beau plan de jardin pour le château de Trilbardou que nous avons vu tout à l'heure. D'autres avançaient le nom de Jacques Sellerier, parce qu'il est ingénieur de la Généralité de Paris et avait à ce titre reconstruit plusieurs églises. On pouvait d'ailleurs trouver des analogies entre l'église de Trilbardou et celle de Tremblay et de Châtenay en France en particulier. Mais je doute maintenant de la pertinence des analogies à une époque où les architectes remettent en cause leurs habitudes et plus fondamentalement tout le langage classique. L'attribution à Sellerier peut être en fait fondée sur une lettre conservée par l'insaisissable savant dont j'ai parlé et que le sort a fait apparaître quelques semaines seulement avant la remise de cette thèse. Il m'a donc été donné d'accéder aux archives de la commune qu'il conserve chez lui pour les mettre, dit-il, à l'abri du vandalisme municipal. Cette lettre, datée de 1801, est adressée par Jean Dupont, nouveau propriétaire du château, ça ne s'invente pas, après le départ de Lenoir. Et il écrit que l'église de Trilbardou est neuve, bâtie par Sellerier à la moderne, preuve indubitable de l'attribution à ce dernier.
Alors Sélerier est un architecte trop méconnu et l'œuvre qu'il a conçue, Altreil-Bardou, montre un savoir-faire et une culture remarquables avec des corrections optiques, des tracés régulateurs et des rapports de proportion basés sur le diamètre de la colonne qui était illustré sur le frontispice de cette présentation. Il est même à se demander si Brognard, qui avait eu connaissance de l'œuvre de son confrère du fait de ses liens avec le noir, n'y a pas puisé l'inspiration pour son église de Romainville, bâtie 2 ans plus tard. Voilà ici une planche où l'on voit ici l'architecture de l'église de Romainville et ici l'architecture de Trilles-Bardou. On trouve étonnamment à Trilles-Bardou et Romainville le même principe de colonne à tambour en pierre de Saint-Maur recevant sur des entablements formés de poitrail en bois enduit au plâtre, une voûte en brique sur champ. Celle de Trilles-Bardou que j'ai pu sonder cumule astucieusement la solidité de la brique qui est ici, voilà, en partie basse, et la légèreté du plâtre par un jeu d'alternance des matériaux, plâtre et brique, assez original. Voilà, alternance que l'on voit dans la partie supérieure de la voûte. Ici, voilà, j'ai superposé le plan de Romainville et de les coupes des églises de Trilles-Bardou et de Romainville qui se superposent parfaitement. Alors l'église connaît des modifications au cours du XIXe siècle, parmi lesquelles une restauration des élévations de son clocher, la construction d'une sacristie et la création d'un nouveau décor. Alors qu'une grande partie du mobilier date de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, la décoration intérieure date des années 1860. Elle est très bien documentée par des devis de travaux. Et elle s'inscrit dans un contexte de renouvellement de l'art religieux, influencé par les prêches du père Lacordaire à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Toute l'attention est portée sur le maître-autel et son rétable du XVIIe siècle, qui sont décorés donc en 1860 à l'aide d'un faux marbre et d'or, alors que les lambris du chœur et le mobilier sont en quelque sorte attristés et unifiés par un faux bois, une peinture de faux bois. Les chapelles aménagées aux extrémités des collatéraux de la nef reçoivent quant à elles un décor de faux marbre brun-rose, très sobre, venant recouvrir un décor polychrome formé de faux marbre, dont la datation ici photographiée, dont la datation reste d'ailleurs problématique car non documentée, et que j'interprète comme un état inachevé ou fragmentaire du décor datant de la première partie du XIXe siècle. Donc ces vestiges de décor ont été retrouvés ici sur les colonnes à l'extrémité des fils de la nef. Alors, une campagne de sondage que j'ai menée a permis de mettre en évidence un état entièrement bleu-vert pâle, qu'on voit ici sur les photos, des boiseries du chœur et de son rétable qu'a dû connaître la nef nouvellement bâtie en 1785. Mais cet état a perdu toute légitimité et cohérence avec l'apport de lambris en 1860, venant compléter les boiseries du XVIIIe siècle, l'ensemble lambrissé étant finalement unifié par un décor de faux bois qui affirme, au fond, le caractère austère de l'église. En revanche, la statuaire sulpicienne polychrome affaiblit ce caractère, mais ce constat repose en fait sur une accumulation improvisée de ces objets au fil des dévotions, état sur lequel il paraissait possible de revenir. Mais c'est aussi une particularité de cette église que d'avoir conservé intégralement ses aménagements mobiliers et objets cités dans l'inventaire de 1905. Alors il faut aussi parler de l'éclairage artificiel qui est un élément patrimonial à considérer, sachant que les grandes cérémonies faisaient l'objet d'un éclairage abondant, dispensé par des centaines de bougies posées sur des socles placés sur les lambris. Cet éclairage suscitait d'ailleurs l'émerveillement des chroniqueurs en leur temps. Le diagnostic patrimonial et la critique d'authenticité étant posés, restait à expertiser l'état de conservation des ouvrages. L'église souffrait depuis toujours de l'humidité qui provient de sa situation encastrée dans une pente, comme je le disais. Boiseries, mobilier et gros œuvres ont pâti des infiltrations horizontales, des remontées d'eau et du confinement des intérieurs dû à un usage occasionnel de l'édifice. Des données géotechniques acquises sur un terrain mitoyen m'a appris que l'église est fondée dans des remblais et des limons ayant une résistance faible, s'élevant à 0,12 mégapascal, alors que les charges varient entre 0,11 et 0,22 mégapascal. Cette hétérogénéité de la descente de charge est d'ailleurs corroborée par les tassements différentiels révélés par des fissures affectant les ouvrages les plus lourds, comme la façade occidentale, en rouge ici, et le clocher. Là. À ce constat s'ajoute la construction du chœur avec des matériaux médiocres, principalement la pierre de Varède, qu'une composante argileuse rend sensible à l'eau au point qu'elle se décompose littéralement lorsqu'elle est soumise aux infiltrations ou au ruissellement.
l'appareil des contreforts du chœur, dont les blocs ne sont pas appareillés avec le corps du mur, et la poussée des arcs diaphragmes du chœur, qui portent le clocher, ici, et qui s'exerce sur des maçonneries très pauvres en liant et donc faiblement résistantes. La nef, dont l'architecture novatrice imposait des solutions, donc voilà des planches de détail explicatives des désordres. La nef, dont l'architecture novatrice imposait des solutions constructives inédites, connaît également des défauts de chaînage qui se traduisent par une désolidarisation de la façade occidentale d'avec les murs gouttereaux. Voilà ce qu'on voyait sur ce plan de charpente, ici. Une autre explication au désordre apparu dans la nef est la stéréotomie médiocre des années 1780, relevé ici, sur cette coupe, aboutissement logique d'une architecture fin de siècle bâtie en maçonnerie enduite au plâtre où l'appareil est décoratif et où la pierre est employée de ce fait à minima. Dans ces conditions, vu l'évolution avérée des désordres manifestés par la réapparition récurrente des fissures, des mesures conservatoires et de consolidation devaient être préconisées. L'état sanitaire inquiétant des ouvrages et le quasi-abandon du lieu nécessitaient d'assurer avant toute chose la conservation de l'existant qui passait par une consolidation de ses structures et une réduction de l'humidité de ses intérieurs, la mise hors d'eau étant assurée de manière définitive à l'aide de matériaux et de techniques traditionnelles bien connues par l'histoire, à savoir la tuile plate. Je dirais quelques mots du projet de consolidation puisqu'il est un des aspects traditionnels à traiter dans la thèse du concours. Les travaux proposés emploient des techniques légères et peu destructives pour le monument et concernent les sols et les superstructures. Pour ce qui est des sols, il s'agit de rééquilibrer la descente de charges hétérogènes en intervenant uniquement sur les appuis sujets au tassement, donc ici en rouge et en rose, par l'injection d'une résine expansive au travers de la fondation. Pour ce qui concerne les superstructures, elles seront consolidées par infiltration de coulis dans les élévations afin d'augmenter la résistance à la compression des maçonneries. Un tirant sera posé au droit de l'arc doubleau médian du chœur afin de rétablir une courbe de pression normale dans les ouvrages en pierre clavée. La façade occidentale, une fois reprise en sous-œuvre, pourra être chaînée au mur gouttereau de la nef à l'aide de tirants scellés dans des forages. L'assainissement intérieur, second impératif et préalable indispensable à la restauration et à la valorisation de cet édifice, sera assuré par des travaux de drainage et de collecte des eaux de ruissellement et pluviales. Alors le parti de restauration que j'ai proposé est, au-delà des travaux strictement conservatoires, de favoriser et de révéler les valeurs patrimoniales du monument qui se trouvait affaibli, à savoir l'architecture à la grecque, à l'avant-garde de son temps, le lieu de culte de Sainte-Geneviève et les décors, mobiliers et objets attachés à ce culte, la confrontation enfin entre les architectures de la nef et du chœur. Et ce parti pouvait donner lieu à deux orientations bien différentes. L'une très sage, qui consiste à restaurer en stricte conservation l'état actuel, et donc son épaisseur historique et l'authenticité de sa décoration de 1860, état qui atténue finalement les contrastes entre les deux parties de l'édifice. L'autre partie, plus ambitieux, consistait à restaurer les polychromies retrouvées dans le chœur, ce qui nécessitait de poser des hypothèses au risque d'inventer un état peut-être plus séduisant, mais qui n'avait assurément jamais existé. Après réflexion, c'est la première orientation que j'ai retenue. Ce choix s'appuie pour partie sur une réflexion sur l'usage confronté aux valeurs patrimoniales de l'édifice. Le fil conducteur qui s'impose à mes yeux pour revitaliser ce lieu à l'abandon est de raviver la mémoire qu'il porte et en particulier le souvenir du culte et du pèlerinage de Sainte-Geneviève. L'idée est de fédérer clergé affectataire et commune propriétaire autour de l'histoire singulière de cet édifice, tirant parti du caractère théâtral de son architecture pour créer des événements suscitant recueillement ou émerveillement grâce à une scénographie basée sur la lumière dispensée par la lustrerie et les rampes de bougies. L'ostension de la relique, désormais soustraite à la vue des fidèles en temps normal et conservée dans un meuble reliquaire, retrouvé d'ailleurs par hasard dans l'église durant les relevés,
pouvant constituer le cœur d'un événement présidé par l'évêque. Cette proposition a d'ailleurs reçu un accueil enthousiaste de la commission diocésaine des arts sacrés, à qui ce projet a été présenté. Autre élément à apporter pour le rayonnement de l'édifice, je propose la création d'un trésor dans la sacristie, permettant à la fois d'assurer la conservation des objets liturgiques, aujourd'hui littéralement en perdition, mais aussi leur valorisation et un renouveau de leur signification dans un lieu aménagé à cet effet, non pas un musée, mais bel et bien un lieu vivant. Ce parti de restauration se traduit par des interventions douces et dans la continuité, avec ce que j'appelle la transformation de l'existant, pour conserver au lieu ce qu'il incorpore de l'histoire et afin qu'il corresponde à un usage actuel. Il ne faut pas grand-chose. Créer un mobilier liturgique, en remployant des boiseries anciennes, comme cela a toujours été fait, réaménager le chœur et enfin remettre en évidence l'ancienne dévotion à Sainte Geneviève grâce à une liturgie permanente qui avait disparu. Alors il est temps de conclure. Finalement, depuis peu inscrite au titre des monuments historiques, cet édifice ne provoque pourtant pas l'unanimité, lapsus révélateur. C'est que ses valeurs patrimoniales méritent d'être défendues et révélées. L'étude historique menée à l'occasion de cette thèse a permis, au-delà du strict intérêt documentaire, de replacer cet édifice oublié dans l'histoire de l'architecture et de fonder un parti et un projet de restauration respectueux de son histoire, y compris la plus récente. Cette démarche permettra, je l'espère, d'envisager le sauvetage et au-delà, la conservation de cet édifice. Je vous remercie.